Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon où il sera question aujourd'hui de 1917, le nouveau film de Sam Mendes, le réalisateur à qui on doit déjà notamment American Beauty, Les Sentiers de la Perdition ou encore les deux derniers James Bond, Skyfall et Spectre. 1917, énormément d'attentes, une grosse hype qui est montée notamment via les 2 Golden Globes que le film a remporté il y a quelques jours avec notamment le titre de meilleur réalisateur et de meilleur film dramatique. Pour parler donc de ce nouveau film de guerre qui inaugure l'année 2020. Je suis accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et de Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Robin Jeunin. Si vous êtes prêts, on prend son fusil, on met la baïonnette et on y va. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. 6 avril 1917, le front ouest de la Première Guerre mondiale. Nous allons suivre 2 jeunes soldats britanniques chargés d'une mission très difficile qui devrait du moins se dérouler sur une journée. Ils doivent en effet traverser à 2 les lignes ennemies allemandes pour délivrer un message qui doit sauver près de 1600 soldats britanniques, parmi lesquels se trouve notamment le frère d'un des 2 protagonistes. C'est donc un film présenté comme un long plan séquence, en faux plan séquence pour être exact, à la manière d'un Birdman par exemple, mais en tout cas on est pleinement plongé dans l'horreur de la guerre avec ce film 1917. Florian, on a rapidement discuté lorsque tu es sorti de la salle, tu parlais pratiquement d'un stress post-traumatique que tu avais ressenti durant le film, ce donc 1917. Oui, alors je pense que déjà c'est dû à la très très bonne qualité, très bonne facture du film, mais aussi au fait que je n'ai pas connu la hype en fait, de ce film. Je n'avais que vu la bande-annonce quelques jours avant, mais j'étais absolument pas donc au courant que c'était un plan séquence. Tu ne consultes donc pas Internet? Non, ou alors, mais je l'ai même pas fait exprès. De manière intelligente. Ce truc m'est un peu tombé dessus comme ça. Et donc au début il y avait un plan séquence, j'étais à la maison, qu'il est long ce plan séquence. Quand est-ce que ça va? Tu savais pas que ça allait durer Non, tout je le ne film. savais pas. Donc j'étais là, mais quand est-ce qu'il va couper? Putain, bravo. Bon là on voit une coupe, ok. Tu vois, bref tout ça. Donc, et je pense que, comme tous les films, on devrait en savoir le moins possible pour en profiter le plus possible. Et je pense que dans ce cas-là, ça a été mon cas lors de ce premier visionnage, parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres, tellement que je l'ai aimé. Et donc, du coup, je suis très heureux de ne pas avoir été spoilé de tout ça avant, parce que une des grosses parties du ressenti que j'ai eu est évidemment due à cette immersion qu'offre le film. Qui est pour moi le film le plus immersif que j'ai pu voir de ma vie, tu vois, comment Carrément. de Carrément, là, c'est posé sur la table, là, bim. Ouais. Okay. Et voilà, pour moi, c'est un très, très, très grand film, malgré les critiques que j'ai déjà entendues, que je peux comprendre, tout ça. Mais pour moi, ça a été un truc tellement... Je m'attendais tellement pas à ça. En fait, je m'attendais à rien, parce que je ne savais pas de quoi parler le film en plus. Je ne savais même pas qu'il devait aller traverser les lignes. Tout ce que tu viens de dire avant, je n'avais absolument pas connaissance. Et je me suis pris ça vraiment sur la gueule. J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai trouvé ça très, très efficace à tous les points de vue. Tout. Voilà, je pense qu'on va en parler un peu mieux aspect après aspect. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment été pris dedans à 100% physiquement, émotionnellement. Et j'en suis ressorti vraiment, ça faisait longtemps que j'étais plus sorti d'une salle obscure en ne sachant plus où est-ce que j'étais. Enfin, si, mais enfin, tu vois. Ouais, t'étais à la sortie du cinéma. J'étais quand même au pâté-flon, mais je savais pas, j'étais un peu là genre... C'était plus l'habitude d'aller au cinéma qui guidait mes pas vers la sortie que ma conscience présente. Voilà. Alors en tout cas, ça nous permet de dire donc si vous voulez comme Florian découvrir ce film, alors maintenant vous savez que c'est un plan séquence, mais si vous voulez en savoir le moins possible, évidemment, on ne peut que vous recommander d'aller voir le film au cinéma avant d'écouter ce qu'on va dire, parce que même si on va évidemment essayer peut-être de spoiler le moins possible, forcément qu'il y aura des éléments du film qu'on sera un petit peu obligé de mentionner. En tout cas, une partie technique, Thibaut, là je crois qu'on est à peu près tous d'accord autour de cette table du salon pour dire que vraiment l'aspect technique de 1917, c'est une énorme claque dans la gueule.
Oui, et j'avoue qu'en fait, moi, je suis dans la position inverse de Florian, c'est-à-dire que je m'étais renseigné sur le film à l'avance et je l'attendais avec une impatience non dissimulée, parce que moi, les plans séquences, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Oui, je moi trouve aussi. que quand c'est très bien mis en scène, ça peut être un truc vraiment intéressant, parce que quand on a un seul plan d'un seul tenant sans coupe, on ressent d'autant plus la durée, on est d'autant plus immergé. Donc, vu le projet, c'était... le projet se tenait finalement de tourner ça en plan séquence. D'ailleurs, Et- je profite juste, excuse-moi de te couper, Mais coupe-moi juste donc. pour nos amis, parce que moi aussi je suis un grand fan de plans séquences. Un film alors qui n'a rien à voir, mais qui nous permet comme ça juste de le placer, c'est Victoria, un film allemand qui lui est tourné en un seul plan de Un vrai plan pratiquement séquence. 2 heures sans aucune coupe. Donc si vous voulez continuer l'expérience plan séquence, ça peut être une bonne Voilà, recommandation il y a à aussi- vous faire. Il y Voilà. a aussi L'Arche russe, qui est un film tourné aussi pour de vrai en un seul plan séquence. Le premier vrai plan séquence. Hein, Exactement, dans un long ouais, métrage. le plan séquence sur tout un film, c'est un truc assez vieux. Enfin, Hitchcock avait déjà fait ça sur la corde, mais là c'était un plan truqué. Enfin bref, moi c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Et le plan séquence allié à un récit qui semblait, d'après les premières images, viser un peu l'épure narrative, puisqu'on a vraiment un trajet d'un point A à un point B. Il faut aller délivrer un message, c'est très simple, et moi ça me parlait beaucoup. Et effectivement, d'un point de vue technique, il y a plein de choses à reconnaître et à saluer. Le tournage est assez dément. Là, il y a quelques images du making-of qui sont déjà disponibles, mais ce qu'il a fallu mettre en place, c'est assez fou. Ils ont développé une nouvelle caméra. Évidemment qu'on a de la Steadicam, mais il y a aussi toutes des scènes où en fait, la caméra est portée par une grue, on la décroche, on la prend, on monte sur une moto et on poursuit les personnages avec. Enfin, le tournage a été assez démentiel, visiblement, et ça se ressent dans plusieurs séquences. Maintenant, moi, le petit bémol que j'aimais, c'est que j'ai pas été immergé dans l'histoire comme je pensais l'être, parce que pour moi il y a des gros soucis d'écriture dans ce film-là, et ce film, je trouve, se fait un peu bouffer par sa performance technique. Moi, je vais faire un parallèle avec Gravity. Excuse-moi, je te coupe avant que tu parles, Robin. Parce que j'ai ressenti la même chose que ce qui s'est passé avec Gravity lors des retours. C'est-à-dire que Gravity, la principale critique, c'est l'histoire pâtit de la technique. Et 1917, Alors les ça, premières je suis critiques... absolument pas d'accord pour le coup. Alors voilà, mais moi je trouve que les critiques qu'on fait, donc celles que tu viens de faire, correspondent à celles de Gravity. Et je trouve que l'histoire rejoint celle de Gravity sur ce côté un peu mythologique. Enfin, en tout cas, un traitement mythologique où les personnages ont une quête, mais ne sont pas caractérisés ou trop personnifiés, comme dans Gravity, en fait. Gravity a quand même tout un background du personnage de Sandra Bullock, son rapport à la maternité, tout ça. Enfin, on prend le temps de poser le personnage, et moi, je m'y attache bien plus. Le personnage de Scofield aussi, mais ça vient plus tard, moi, je trouve. Moi, j'ai été très, très, très empathique avec Scofield, donc celui qui... Voilà, tu vois lequel c'est. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux films sur leur accueil, en tout cas. Alors moi clairement, alors ça c'est clair que l'aspect technique vraiment du plan séquence est absolument dinguissime. Pour moi, il y a vraiment un terme qui convient plutôt bien, c'est viscéral. C'était vraiment, surtout tout ce début là, je pense la première heure, quand il quitte les tranchées britanniques pour finalement débarquer sur ce champ de guerre qui est complètement détruit. Il y a des séquences impressionnante, vraiment on est tendu, on est avec eux, on sait pas ce qui va se passer, parce que les seuls éléments qu'on a au début, c'est manifestement le front allemand s'est un petit peu reculé, donc vous devriez pouvoir passer, mais c'est du conditionnel. Il y a toujours la menace constante. Ouais. Voilà, on ne sait pas si c'est un piège, on ne sait pas si les Allemands sont cachés quelque part, donc on est clairement avec eux, encore plus avec cette histoire de plan séquence où il y a aucune manière pour nous de respirer, de penser à autre chose. C'est aussi ça ce qu'amène des coupes au cinéma, hein, c'est de pouvoir changer de lieu, changer éventuellement même de temporalité, changer de personnage. Là, on est avec eux dans l'horreur de la guerre, à devoir marcher sur des cadavres d'amis peut-être qui se sont battus au front. Je trouve vraiment cette introduction, cette première heure de film absolument fabuleuse. C'est vrai que toute cette première scène où d'abord on les voit traverser la tranchée, et ça dure, on a le temps d'observer l'espace. C'est fou. Hein. Assez fou, ouais. C'est un truc qu'avait déjà
un peu testé Kubrick dans Les Sentiers de la Gloire, mais évidemment sur moins long. Mais après ça, toute cette traversée du champ de bataille où effectivement il rampe dans la boue, il tombe sur des cadavres, enfin là on est vraiment dans l'horreur pure de la guerre et à ce niveau-là, la technique marche bien. Mais là où j'ai un problème, c'est que après ça, déjà d'un point de vue d'écriture, je trouve que les personnages sont pas assez actifs et sont surtout très souvent bêtes. C'est-à-dire que moi j'apprécie l'idée de nous montrer l'absurdité de la guerre avec des jeunes soldats qui sont paumés, dépassés par la situation et qui sont pas faits pour ça. Mais là je trouve qu'il y a plusieurs décisions qu'ils prennent qui sont vraiment assez stupides et du coup moi ça me bloque l'identification. Et au-delà de ça, il y a plusieurs endroits où je me suis dit, mais finalement, là, pourquoi faire un plan séquence ? Je m'étais déjà dit ça sur Spectre, puisque Sam Mendes ouvrait déjà ce James Bond par un plan séquence de 4 minutes seulement, mais qui était, en termes logistiques, assez impressionnant, mais qui n'avait aucun sens, je trouve, en termes narratifs. Pourquoi faire un plan séquence à ce moment-là ? Moi, je n'ai jamais compris. Et là, il y a plusieurs moments où... Parce que c'est beau. Parce que c'est beau, mais moi j'aime bien avant tout, et je crois que c'est le projet du film, qu'on me raconte une histoire. Et là, pour moi, il y a les instants de tension en plan séquence fonctionnent plutôt bien dans ce film, mais en fait, tous les instants d'intimité où on se pose un peu, parce que c'est souvent un peu la même structure, où on découvre un nouveau lieu, on investigue un peu pour voir s'il y a des ennemis ou pas, et puis on discute un peu, et puis on repart. Mais pour moi, tous ces instants, en fait, manquent d'emphase dans la mise en scène, puisqu'on peut pas faire du champ contre champ ou d'autres choses. Pour mettre un peu souligner un peu l'émotion des personnages. Là, je trouve que ça retombe et ça nuit à ce qu'est le film, puisqu'il y a quand même un compte à rebours où on doit aller prévenir toute cette escouade qui risque de se faire massacrer avant qu'elle parte. Et il y a plusieurs moments où le récit se pose, et comme c'est un seul long plan, on ressent d'autant plus ces pauses, et du coup, l'aspect... D'autant plus les longueurs, en fait. C'est ça, les longueurs, et on a plus ce sentiment qu'en fait, il y a des vies en jeu, qu'il faut... d'urgence, quoi. Mais là, je crois qu'on sort du cinéma au sens narratif et montage du terme pour arriver vers un truc un peu plus réaliste. Et moi, c'est quelque chose, donc ce que tu n'as pas aimé, donc toutes ces pauses et toutes ces longueurs, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et c'est ce qui, pour moi, participe à l'immersion, parce que on a vraiment l'impression que la caméra, c'est nous, qu'on est avec eux, et que, évidemment, quand deux personnes se parlent, eh ben, quand tu parles avec tes potes dans un bar, t'as pas de chant contre chant. Et là, j'ai retrouvé ça. C'est vrai, nous, là, autour de cette table, il n'y a pas de chant contre chant. Voilà. Ben, tu vois, t'as qu'un point de vue. Et je trouve que le plan séquence fonctionne très bien pour ça, même dans les moments les plus calmes, même surtout dans les moments les plus calmes, où c'est là que j'ai trouvé la vraie valeur du film, où il y avait vraiment un parti pris de ce qu'il voulait montrer de cette histoire. Et pour moi, il y a certes une histoire, mais l'histoire n'est pas prioritaire, en fait. Le ressenti est prioritaire, et je pense que ça se voit. Mais pour moi, c'est pas un... Enfin voilà, il a voulu faire un plan séquence de 2 heures, je suis persuadé, parce qu'il voulait le faire, parce qu'il adore ça, et qu'il a voulu se mettre un challenge de malade mental. Voilà. Mais aussi parce que... L'idée aussi derrière, c'était de rendre hommage à son grand-père qui a combattu pendant la Première Guerre et qui lui a raconté mais il n'était pas obligé de faire un plan séquence pour rendre hommage à son grand-père. Mais c'est vrai que ça lui donne une validité en tout cas. Mais sur et le ça papier, se ressent. le défi, enfin le parti pris technique est en adéquation avec ce qu'il veut raconter. Oui, c'est vrai. Ça, pour moi, ça marche pas, mais au départ, il y avait une idée. Mais pour faire la comparaison, par exemple, avec Birdman, parce que le truc du plan séquence, je trouve aussi, c'est que ça, quand l'action est un peu posée, c'est que ça crée un espèce d'effet de suspension, de flottement, où tout d'un coup, on est posé et on fixe les personnages comme ça. Et ça se prête beaucoup plus à ce que racontait Birdman, par exemple, parce qu'on suivait un personnage dans toute une réflexion et qui, justement, se cherchait lui-même, tout ça. Là, on n'est pas là, pour moi, vraiment. On est dans un film où on doit avoir un sentiment de stress, d'urgence, de rapidité, et le plan séquence annule ça sur la longueur, je trouve. Mais moi, c'est peut-être aussi un reproche que je pourrais un petit peu faire au film. Donc, je l'ai dit, pour moi, la première heure est absolument fabuleuse. Puis après, il y a quelque chose qui fait que nos deux protagonistes sont séparés, et où finalement, là où pendant toute la première heure, il y avait une sorte de discussion entre eux, il y avait, même s'ils n'étaient pas forcément détaillés en termes de background, il y avait quand même un aspect de discussion, un aspect où ils essayaient aussi de se motiver parmi on doit marcher sur ces cadavres, mais vas-y, on va y arriver, on va aller sauver nos potes, etc. Et je trouve
finalement, même si on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de caractérisation des personnages, ça marchait plutôt bien parce qu'il y avait ce côté fraternité, entraide, on va se tirer les deux jusqu'au bout pour aller faire notre mission. Et puis au bout d'une heure, il se trouve qu'ils sont séparés. Et je trouve que du coup, ça perd aussi un petit peu ce côté, où finalement on suit un peu quelqu'un un peu tout seul, qui va courir, qui va marcher, qui va peut-être avoir quelques réflexions lui-même, mais j'ai trouvé là, à ce moment-là, qu'on prenait un petit peu plus de distance sur le personnage, et c'est peut-être là où ça m'a un tout petit peu lâché, c'est que j'avais un peu moins d'empathie pour ce personnage, même si j'étais absolument bluffé par ce que je voyais à l'écran, j'avais un petit peu de peine à le suivre et à me dire ok, vas-y, je suis pour toi, j'ai de l'empathie pour toi, vas-y, go. L'empathie, on l'a... moi, l'empathie que j'ai eue dans ce film, je ne l'ai pas eue de l'histoire, encore une fois, et je ne l'attendais pas de là. Et quand il se retrouve seul, moi, je trouve ça encore plus terrifiant. J'étais encore plus traumatisé, entre guillemets, par ce qui se passait, parce qu'il était seul au milieu de la guerre. Et on le sait assez, il y a eu assez de films sur les guerres pour savoir que n'importe qui dans une guerre, tu as de l'empathie pour lui, parce qu'il peut mourir à n'importe quel instant, parce qu'il a 18 ans, parce qu'il sait presque pas... il n'a pas mangé depuis 2 jours, ça se voit sur sa tête qu'il est au bout de sa vie, mais qui se raccroche à cette mission. Enfin, pour moi, l'empathie, elle est dans le contexte du film, mais pas dans les personnages. J'ai pas eu besoin que les personnages soient écrits. Après, c'est peut-être personnel, en l'occurrence. Mais là, en l'occurrence, je pense que pour Thibaut et moi, c'est personnel aussi. C'est-à-dire que peut-être. Évidemment, le sentiment d'immersion et l'identification au personnage, c'est toujours profondément personnel, ça, c'est clair. Mais c'est intéressant que tu mentionnais, Robin, justement cet événement qui fait qu'ils sont séparés au bout d'une heure, que je trouve assez couillu dans l'idée. Moi, je ne m'attendais pas à ça, c'était une belle surprise, mais la façon dont ça se déroule, ce qui amène à cet événement, je trouve que c'est justement un des choix que font les personnages qui est profondément crétin, et moi, c'est à partir de là où j'ai eu un peu de peine à... Ouais, mais ils sont jeunes, ils sont dans une guerre, ils sont traumatisés depuis, je sais pas, 6 mois, 1 an qu'ils sont là. Enfin... moi, je trouve que c'est très, très fort avec ce film, c'est que on montre aussi un peu la psyché et l'état dans lequel ils sont, en fait, et ce ne sont pas des personnages de cinéma. Et je trouve que ça marche très 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 bien. Ouais. Parce que là, tout ce que j'ai entendu comme critique et ce que j'entends là aussi, c'est qu'on attend d'avoir un attachement pour ces personnages, qui soient écrits, qui soient développés. Et là, je reviens à ce que je disais sur le réalisme que Mendes a voulu faire, et je trouve que ça fonctionne. Même si c'est un film très cinématographique techniquement, je trouve que dans son approche et dans son angle psychologique, il ne l'est pas du tout, il est beaucoup plus réaliste. Et ça rejoint aussi ce que son grand-père devait lui raconter, qu'il y avait des moments où il faisait des grosses conneries, ils étaient cons, et que quelqu'un, à la guerre, il faut pas faire un pas de travers. Alors, je demandais pas forcément d'avoir, d'autant plus si c'était un plan séquence, d'avoir un flashback de 40 minutes pour expliquer bien sûr. Ce type-là. Mais tu vois, je prends un seul exemple, c'est que tu dois attendre genre les 5 dernières minutes du film pour savoir son nom. Parce qu'on n'en a pas besoin de son nom. Oui, non, mais tu vois, simplement dans l'identification du personnage, tu n'as même pas de nom. C'est un type qui se balade. Puis, ok, certes, c'est l'horreur de la guerre. Certes, on est parfaitement d'accord là-dessus. Et peut-être que Thibaut et moi, on a quelques petites réserves par rapport à ça. Rien. Mais ça reste, et je le dis, c'est vraiment un excellent film où j'ai passé vraiment un très grand moment de cinéma, et ça m'a foutu ma petite claque. Mais c'est vrai que je suis pas sorti en disant oh là là, c'est le chef-d'œuvre de l'année. Pour moi, c'est bon. Là, 2020, c'est fini. J'ai pas dit ça non plus. Ouais. Mais moi, le film le plus immersif que j'ai jamais vu. On a eu ça en début d'émission, il me semble. Oui. Non, mais oui, parce que oui. Mais et c'est d'ailleurs ce que je voulais rappeler là, parce que t'en parles, c'est que aussi, moi, c'est un film qui me montre que le cinéma peut faire ça. Et c'est une sensation que j'ai eue pendant tout le long du film, c'est que je me disais, mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer après ? Parce qu'au tout début du film, tu dis, quand ils arrivent dans le No Man's Land, c'est déjà super intense. T'es là, t'as des chevaux morts, t'as des barbelés, t'as des mecs empalés, ils peuvent se faire tuer à n'importe quel instant. Et ça continue, et c'est crescendo pendant 2 heures. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film investir autant les outils et le langage cinématographique pour te faire vivre un truc que tu ne pourrais vivre nulle part ailleurs. Et ça, je trouve que c'est très fort d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à utiliser pleinement ce que le cinéma peut offrir, puisque c'est un art jeune. Surtout dans le marasme ambiant de toutes les merdes qu'on voit habituellement, c'est d'autant plus fort. Oui, non, alors mais effectivement, même moi qui suis qui ai pas mal de réserves sur le film, pour dire quand même quelque chose de
positif, c'est que je suis déçu au niveau de la narration et de ce que ça raconte, mais c'est clair que il y a au niveau technique, et il y a, je pense à une scène en particulier qui est une scène où un des personnages traverse de nuit les ruines d'un village. Incroyable. Et où là on a en fait tous les artisans qui sont derrière ce film qui sont mais au top quoi. On a le chef opérateur Roger Deakins, Le fameux. donc le chef-op attitré des Cohen, qui nous livre une lumière assez folle. Il y a le compositeur Thomas Newman qui est un fidèle de Sam Mendes maintenant, qui fait péter les violons, et d'ailleurs je trouve que sa musique se prête assez bien au film parce qu'il a une composition assez atmosphérique comme ça qui favorise justement l'immersion. Et beaucoup de la tension passe par la musique, je trouve aussi. Exactement, ouais. Et je trouve qu'il fournit un travail assez formidable. Et justement, cette scène de traversée des ruines, il y a des jeux de lumière, on flirte limite avec le fantastique. Là, même moi, si j'étais plus tellement impliqué, je me suis quand même pris une claque visuelle en tout cas. Ouais. Donc c'est clair ça que joue en fait avec juste pour qu'on comprenne. Donc c'est effectivement des ruines d'une ville de nuit, et puis il joue avec les contrastes des fusées de détresse notamment qui sont envoyées. Oui, c'est les Allemands qui envoient ça pour éclairer la ville parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un et ils essayent de le retrouver. Voilà. Alors, il y a un jeu lumière, ouais, c'est ça. Mais disons et ça que fait des ondes mouvantes. ouais, ça c'est sublime. fou. Ça c'est fou, ouais, clairement. Et on connaît pas le nom des gens qui font les décors, mais moi, ce qui m'a le plus impressionné en dehors de la mise en scène, c'est les décors et tout ce qui est accessoire. Je veux dire, vu que t'as aucun angle mort, puisque la caméra tourne, enfin doit ou peut couvrir énormément d'angles. Et d'ailleurs, elle tourne beaucoup. Elle tourne beaucoup la caméra. Ouais. Mais le boulot que ça a dû être, j'imagine. C'est de la folie. Et c'est tellement précis, il y a tellement de détails. Enfin, moi, j'ai vraiment été aussi impressionné par ça, par le réalisme, encore une fois, j'en parle encore. Mais de tous ces décors, et qui ne sont pas des petits décors. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'ils se mettent dans un coin où il n'y aura qu'une seule rue de la ville qui est en ruine. Mais non, il y a tout le village en ruine, l'église, tout le bordel. Après, il va en sous-sol, c'est pareil. Enfin, je trouvais ça hallucinant, vraiment, de réalisme et de détails. Enfin, waouh. Amazing. Non, alors c'est vrai que techniquement, ça, je crois qu'on l'a déjà dit, mais vraiment techniquement, c'est absolument maîtrisé de bout en bout, et je pense que vraiment son Golden Globes de meilleur réalisateur pour le coup n'est pas du tout usurpé, et il a fait vraiment un travail. Et puis son futur Oscar du meilleur réalisateur, je pense, parce que ouais, ça c'est pas ils vont pas le filer à Todd Phillips quand même, je pense. Mais voilà, même si évidemment Sam Mendes n'est largement pas tout seul sur le film, et comme Thibaut l'a bien dit, il faut aussi féliciter l'ensemble de l'équipe technique qui a fait vraiment un travail absolument incroyable. D'autant plus que quand on disait cette caméra qui tourne, qui virevolte, qui tourne autour des personnages, etc., on se doute aussi que toute l'infrastructure technique, c'est-à-dire que je pense que vous avez tous déjà vu des images de tournage où finalement il y a 3 murs, et puis sur le 4e mur il y a toute la partie technique, il y a le réalisateur qui est sur le plateau qui peut donner ses instructions. Là, vu que la caméra tourne des fois à 360 degrés, je sais même pas où était le car régie et le réalisateur, peut-être à des kilomètres. Enfin, je veux dire, en termes de tournage, ça devait être un truc vraiment incroyable. Même s'il y a, je trouve, certains plans où on sent en fait les limitations techniques. Enfin, je trouve, c'est pour ça que je disais que pour moi, le plan séquence n'était pas justifié tout du long. C'est qu'il y a plusieurs scènes où je me suis dit, tiens, là, il est un peu prisonnier de son concept, notamment des scènes de dialogue où on va dans les tranchées, en sous-sol, et où du coup forcément il y a moins d'espace. Contrairement, encore une fois, on y revient à un Birdman ou même à un Gravity, qui là était complètement libéré des contraintes physiques, puisque c'était du cinéma virtuel, aucun décor n'existait vraiment. Là, je ne sais pas si c'est un choix de Mendes qui de toute façon n'aurait pas fait plus de mouvements, alors je ne demandais pas forcément que la caméra virevolte dans tous les sens, mais je trouve qu'il y a plusieurs scènes où on sent qu'il est un peu bloqué par son décor, et du coup, s'il y avait une coupe pour faire un plan un peu plus évocateur, un peu plus fort, ça aurait été autre chose que là où il suit les personnages, et puis c'est un peu plan par moment, on se pose quand ils discutent, et puis on peut pas trop bouger, quoi. Donc pour moi, ça aurait gagné. Enfin, le plan séquence, finit par nuire, mais d'une manière générale, au récit, que ce soit le scénario, ou parce qu'on peut pas couper, ou simplement niveau mise en scène, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que on sent l'orchestration, en fait. On sent la caméra qui essaye de changer d'angle. Et puis on la sent, la caméra elle-même, en fait. On sent quand il y a une coupe, parce qu'il passe derrière un tank, il passe derrière un monticule de terre, il met une seconde de trop à allumer son briquet quand ils sont sous la terre. Enfin, tu vois, on sent
on sent la technique en fait. On ça, sent c'est la vrai. performance, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, même en l'ayant senti, c'était tellement une performance de cinéma incroyable. Donc de cinéma, je veux dire, en tant que tel, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un film. Tu vois, c'est ça que j'ai trouvé aussi assez fou, c'est que j'étais complètement dedans, mais je savais que c'était un film aussi, parce que ça se voit, parce que les personnages bougent aussi de manière à ce que la caméra puisse quand même les filmer, et que ce soit intéressant de ce qu'on voit à l'image. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a certains instants où tu sens que la caméra suit, et puis jusqu'au prochain checkpoint en fait. Mais est-ce que c'est pas Parce que finalement- le scénario est très ressenti comme ça aussi, sur le fait que c'est Là où on a là où on fini pourra faire une coupe. le genre niveau 1, on passe au niveau 2, et donc il y a toujours ces... Mais est-ce que finalement, je suis assez d'accord. est-ce que finalement, c'est pas les limites d'un film tourné en plan séquence? Parce que forcément, sur un film de 2 heures, t'es obligé de couper. Tu peux pas balancer tes 2 acteurs en disant bon, allez, on vous suit pour les 2 prochaines heures, puis vous allez passer À moins que tous tu les décides checkpoints. justement de miser beaucoup plus sur le numérique, sur le virtuel et sur les trucages, quoi. Ouais, mais là, C'est pour moi, suivant comment c'est, tu peux perdre aussi en réalisme. Là, c'est-à-dire que tu sens que c'est un film, même si peut-être nous qui regardons quand même peut-être un nombre de films par an, on a peut-être l'œil un tout petit peu plus avisé, c'est de se dire ok, là il y a une coupe, là il n'y a pas une coupe, mais je veux dire la personne un peu fan de cinéma qui va voir le film, il s'en rend même pas compte. Non, c'est vrai. Bah, Le résultat est là, c'est-à-dire que même si on sait que c'est un faux plan séquence et qu'on voit où sont les coupes, c'est fait pour qu'il n'y ait pas de coupe. Ouais. Enfin, tu vois, Ouais. ça, c'est qu'après du blabla. Oui, à ce moment-là, il a coupé. Tu vois. Oui, en soi, qu'on remarque les coupes, c'est pas un problème, mais Voilà. c'est vrai que moi, le sentiment que tu évoquais au tout début, cette stupéfaction et cette immersion totale, moi, je l'ai ressenti justement devant un Gravity qui est pourtant composé à 80% de numérique et de décors qui n'existent pas en vrai. Et là, je pense que c'est un parti pris de miser beaucoup plus sur les décors en dur, et évidemment qu'il y a quand même des trucages numériques et tout ce qu'on veut. Mais je vois beaucoup plus dans 1917 les limitations techniques et la limite surtout de la performance technique par rapport au film dans son ensemble. Un petit mot encore, si vous avez évidemment quelque chose à dire là-dessus, sur les acteurs, puisque forcément, c'est un plan séquence, faux plan séquence, mais c'est un plan séquence quand même. C'est donc des personnages, en tout cas les 2 protagonistes qu'on va suivre un long moment dans ce film. Alors, Sam Mendes se fait plaisir, hein. Il appelle ses potes, il y a des petits caméos d'acteurs bien emblématiques qu'on va Et très british. et très British. Pour le coup. Ouais, c'est clair. On va pas vous dévoiler, parce que si vous n'avez pas vu le casting, on va pas vous dévoiler la surprise de ces petits caméos. Mais parlons quand même des 2 acteurs principaux, donc Dean Charles Chapman et George Mackay, qui ont été choisis parce qu'on ne les connaît pas très bien. C'est-à-dire qu'ils ont une petite carrière. George Mackay, notamment, était un des fils dans Captain Fantastic il y a quelques années. Dean Charles Chapman était notamment dans un film Netflix sans faire le roi, sorti il y a pas très longtemps. Chalamet, c'est ça. Voilà, mais disons que c'est pas des visages qu'on connaît encore très très bien. Comment vous trouvez leur performance, puisque forcément on les suit quand même pour un bon moment, disons. Alors, moi je trouve que George Mackay, donc celui qui joue le rôle de Scofield, qu'on voit le plus, enfin qui est le personnage principal, qui est là un peu par hasard d'ailleurs, c'est assez drôle. Donc le personnage.